Bonjour et bienvenue à Max et Bruno, section podcast, section entrevue. Et j'aimerais faire mes excuses tout de suite pour ce podcast. Premièrement, je m'excuse pour ceux qui regardent visuellement sur YouTube pour la coupe de cheveux à Bruno. et deuxièmement, pour la voix à Bruno aussi. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça paraît. Ça paraît? Ça paraît. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je travaille sur ma voix FM. Faire de la radio FM, là, j'aimerais bien ça. Bienvenue à l'émission du soir. Puis tes cheveux? Mes cheveux, ça, c'est de l'or. Puis un jour, tu vas comprendre ça. OR ou ART? Les deux. C'est de l'or en or. Hey, je suis tellement excité cette semaine. On a la chance de jaser avec un de mes bons chums dans le hockey, quelqu'un qui a marqué ma carrière, mon temps à Pittsburgh avec les Pingouins. Et j'ai nommé Pascal Dupuis. Comment ça va, mon Hooper? Hey, ça va bien, les boys. Vous êtes les deux très beaux en passant. Bruno, écoute pas Max. Merci, Hooper. Merci. C'est le fun que tu nous reçois dans ta grange. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Là, tantôt, j'ai les ouvre, les chevaux vont sortir. Faut que j'aille les nourrir. Fait que ça sera vraiment pas long, notre temps de revue. Good. Qu'est-ce que tu fais de ces temps-ci, Pascal? On te voit un petit peu moins que quand tu travailles à la télé, certainement. Mais on voit que tu fais des articles sur NHL.com. On te voit avec un gilet des cataractes, un chandail des cataractes. Oui. Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui occupe ton temps présentement? Occupe mon temps. La première chose, bien entendu, 4 enfants à la maison qui occupent mon temps avec la pandémie. D'un autre côté, j'occupe mon temps une fois par semaine. J'écris une petite chronique dans lnh.com, NHL en français, pour toucher quelques petits points d'actualité, ce qui se passe dans la Ligue nationale. Et puis, on voit ici, comme tu as mentionné, le logo des Cataractes. Je suis aussi actionnaire avec les Cataractes et puis assistant au hockey, aux opérations hockey avec les Cataractes. Donc, j'ai eu la chance de rentrer dans une bulle, aller derrière le banc dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a environ un mois. J'ai adoré ça. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et puis, non, je suis content de toucher un petit peu à tout. Et puis, dans la région ici, Laurentides-Lanaudière, avec le Phoenix du Collège Esther Blondin, adjoint au directeur général. Donc, j'ai quelques chapeaux que je porte. Évidemment, pas bien de hockey de ce temps-là, donc ils sortent pas bien du garde-robe, les chapeaux. Avant qu'on fasse le tour et qu'on aille en profondeur là, sur les différents chapeaux que tu as justement dans ta garde-robe, j'aimerais... un chapeau? Ouais, ben non, moi je l'adore. Moi, tu peux pas cacher cet art-là. Tu devrais mettre un chapeau aujourd'hui. Non, tu peux pas, comme ça. Vous allez comprendre un jour. Un jour, vous allez me rappeler, vous allez vous expliquer. Mais, dans le fond, Hooper, là, moi, je veux savoir, 4 enfants, puis des enfants qui sont à l'âge scolaire, là, ça ressemblait à quoi, la pandémie? Est-ce qu'il y a eu des cours en ligne? Est-ce que ça a été quelque chose à jongler, un cirque à jongler à travers ça, à travers toutes les rencontres Zoom, etc.? Oui, les deux plus vieux sont, dans le fond, secondaire 3 et plus. C'est une journée en présentiel, une journée à la maison. Donc, oui, eux autres jonglaient les Zooms. Sinon, les deux plus jeunes ont été pas mal là à l'école permanent en présentiel. Évidemment, il y a eu des breaks quand ça a tombé rouge. On fermé les écoles un peu. Mais oui, c'est 4 enfants très actifs qui ont besoin de leur sport, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de si tu étais en pandémie, tu joues au géo un petit peu. C'est pas mal ça que Caroline, ma femme et moi, on a fait. On a fait ceux qui restaient actifs, qui n'étaient pas trop devant leur tablette, devant leur écran. Puis moi, en étant hyperactif, c'était juste parfait, dans le fond. Parle-moi un petit peu de Cody dans son hockey. Cody, ça fait des années que je le connais. Il était là à Pittsburgh avec toi. Comment ça a été pour lui? Mets-toi dans ses chaussures un petit peu là, pour son développement cette année. T'sais, il n'a pas eu la chance peut-être de toucher la glace autant que les années passées. Y a-tu réussi à se développer? Y a-tu des moments que c'était plus dur aussi pendant la pandémie? Ouais, c'est sûr que ces jeunes-là sont tellement résilients. Ils n'en parlent pas beaucoup, mais je sais que ça le travaille de ne pas jouer de match de hockey. Je sais qu'il a la chance de toucher la glace encore étant dans un sport-études ici avec le Collège Esther Blondin, avec les conquérants. Donc oui, il touche à la patinoire. Quand tu es au Québec puis il fait assez froid dehors, t'en fais une dans ta course. Sinon, tu t'en fais une sur un lac à quelque part. Oui, il a touché à la glace. Oui, il a eu la chance de s'entraîner. Ça a été mon partner d'entraînement depuis le début de la pandémie. Donc, moi, je me suis mis un petit peu plus en forme. Puis lui, il est devenu encore plus fort qu'il est. J'aimerais que tu me parles, pendant qu'on le voit, tu as un chandail des Cataractes de Shawinigan. J'aimerais ça ouvrir cette porte-là puis en comprendre un peu plus parce que tu as évolué avec eux au niveau junior. Qu'est-ce qui t'a permis, comment l'opportunité s'est présentée pour toi pour retourner avec eux? Puis c'est quoi ton objectif au niveau junior que tu aimerais atteindre?
Dans le fond, mon attachement avec la ville de Shawi, oui, j'ai joué là, j'ai fini ma carrière là-bas. Ma belle famille y habite encore, j'y ai rencontré ma femme, donc directement attaché avec la Mauricie de cette façon-là. Côté hockey, ben, j'ai tellement connu des bons moments là, à ma dernière saison junior. Quand on a gagné la Coupe en 2009, j'ai fait sûr de l'amener faire une petite mini-parade à Shawinigan après avoir passé du temps dans ma région où moi je suis né. Côté hockey, c'est une des facettes que je connaissais pas beaucoup, que j'étais en train d'apprendre. Puis j'ai la chance de le faire avec un des meilleurs dans le business, en Martin Mondou. C'est un passionné, c'est un gars de hockey, puis c'est un ami de longue date aussi. Donc, dans toutes ces étapes-là, j'apprends beaucoup parce que c'est le côté du hockey que je connaissais pas. Et puis, petit peu par petit peu, je me mets là-dedans. Tu as joué pour les Cataractes, comme tu disais, de 97 à 2000. Tu as été dans la bulle récemment avec les Cataractes. Qu'est-ce qui a changé dans ces années-là, de ton passage junior à maintenant? Les jeunes ont changé comment, d'après toi? Les jeunes, je pense qu'ils ont besoin de réponses immédiates à leurs questions. Ils ont besoin, puis la façon qu'ils sont entourés, les entraîneurs qui sont là, il faut qu'ils soient capables de leur donner des questions parce qu'on est en 2021. Si un ado de 16 à 20 ans a une question, qu'est-ce qu'il fait, Max? Il prend son téléphone, il dit « Siri, donne-moi l'âge de Maxime Talbot ou de Bruno, ou dis-moi où Bruno s'est fait couper les cheveux la dernière fois. » Il va l'avoir, la réponse. Allez, pas là! Prenez un rendez-vous, mais c'est plein. Puis de ce côté-là, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin de savoir que la réponse est bonne parce qu'ils sont pas nono rendus à cet âge-là, ils connaissent la game. Et puis, je pense que c'est ça qui a changé. Et quand moi, j'ai évolué junior, ça fait 21 ans, 22 ans de ça, c'était tu joues d'une façon et puis c'est la façon que ton entraîneur te le montre. Maintenant, faut qu'il te dise de jouer comme ça, faut qu'il te l'explique. Si tu comprends pas, qu'il te le réexplique et réexplique. Donc, c'est la réalité en ce moment, mais ils sont tellement talentueux, ils sont tellement choyés, ils ont tellement d'outils à leur disponibilité, que ce soit l'entraîneur physique, l'entraîneur de patin, l'entraîneur de maniement de rondelles, l'entraînement de l'agent, le gars de visualisation. Il y a tellement d'outils qui sont donnés aux jeunes aujourd'hui pour réussir. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Bien, justement, tu es le père d'un garçon de 15 ans qui est en train de se développer puis qui est dans la nouvelle génération. Est-ce que quand tu parles avec lui, là, parce que c'est la situation, on parle des entraîneurs qui doivent s'ajuster, puis tu viens de dire que le joueur a besoin d'avoir la réponse tout le temps, puis très rapidement. Mais des fois, c'est impossible. Puis dans la société d'aujourd'hui, des fois, c'est plus difficile. Est-ce que dans ton approche à ton enfant, c'est quelque chose que tu encourages qui pose des questions comme ça? Est-ce que tu essaies d'y donner une espèce de mélange des deux, de te tempérer tout ça? C'est quoi ton approche comme père qui a vécu une génération et qui voit son gars grandir dans une autre? C'est sûr qu'on le discute beaucoup si c'est mon garçon. C'est sûr que j'y donne les outils nécessaires pour que quand lui va en avoir un entraîneur qui va être un petit peu plus old school ou bien que cette journée-là, bien il y a d'autres chats à fouetter, bien, je veux qu'il soit capable de lui, personnellement, on parle de mon garçon, mais on peut parler aussi de mes filles dans leur sport, dans leurs activités. On essaie à la maison de leur donner des outils pour qu'ils soient capables justement de faire la rétrospective personnelle et de regarder et de dire, regarde, moi, quand je vais arriver à cette situation-là, comment je vais réagir, comment j'ai besoin de réagir. Et puis, des fois, il faut que tu sois mis dans une situation qui est un peu plus difficile à certains moments pour être capable justement de s'en sortir par eux-mêmes, pas avoir besoin de quelqu'un qui te dise quoi faire tout le temps. D'apprendre à échouer, comme on parle souvent, il faut qu'ils vivent leur défi, leur adversité, puis ça va payer pour eux. Puis là, je me lance un peu. Tu t'impliques dans le hockey, tu regardes ça, tu as été du côté hockey scolaire, du côté hockey civil aussi maintenant. Tu sais, Hockey Québec, ce que je réalise présentement, on parle de ça, là, on va dans les arénas, on a la chance présentement de louer des corps de glace. Puis là, j'ai été avec mon fils quelques fois cet hiver et je vois souvent les mêmes enfants, les mêmes jeunes, les mêmes parents qui sont dans les arénas. Et ça, c'est les jeunes qui vont continuer peut-être à s'améliorer pendant une pandémie, que c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer. Est-ce qu'il y a une formule qui va exister, tu penses, pour arriver à alléger ça? Ou comment que peut-être Hockey Québec pourrait peut-être mieux gérer ça, le récréatif, comparativement au compétitif, en donner plus au récréatif? As-tu une idée comme ça?
Dans n'importe quel sport, je pense, c'est ceux qui mettent les bouchées doubles qui continuent, ça, on ne se le cachera pas. Que ça soit de la façon de le faire à la maison, de t'entraîner avec les besoins du bord, ou bien aller à la patinoire extérieure, ou mettre les patins à roues alignées, ou bien de juste s'entraîner ou jouer au hockey bottine, puis avec ton grand frère qui... C'est ça que je faisais, je me suis fait brasser dans les bancs de neige quand j'étais petit, puis j'avais un grand frère qui m'amenait puis qui me traînait un peu n'importe où. Euh, on a grandi, on a eu la chance de toucher la glace le matin très de bonne heure avant que ça l'ouvre. C'était la chance que moi j'ai eue quand j'étais jeune. Pour ceux en ce moment qui n'ont pas la chance de se retrouver dans les arénas, peut-être c'est le côté disponibilité des parents, peut-être le côté financier aussi qui est plus difficile à trouver de la glace. C'est sûr qu'il faut que ça se rende disponible pour les joueurs, que ce soit les joueurs élites, que ce soit les joueurs récréatifs. On s'entend tous pour dire qu'il faut que les kids retournent sur la glace. Et puis, si tu veux qu'ils deviennent élites, il faut qu'ils pratiquent. Puis, en même temps, si le but de cet enfant-là est de rester complètement récréatif, puis c'est ça que lui l'allume, puis lui, il pense aller faire sa pratique et son match un par semaine, et puis c'est ça qui le garde actif, qui le garde avec un sourire, bien, tant mieux. Vas-y. Tu parlais plutôt un petit peu de ton rôle avec Esther Blondin dans le Midget 3. Qu'est-ce que ça fait un directeur gérant, un assistant directeur gérant Midget 3? Cette année, mon rôle était plus à aider à faire les équipes un peu. Tu l'as mentionné, j'ai coaché au niveau scolaire aussi dans les années passées. Je connais un petit peu plus la façon, les joueurs, les organisations de ce côté-là. Puis en même temps, ben, quelqu'un qui connaît un petit peu la façon de décortiquer un joueur de hockey, ben, on me demandait mon avis sur certains joueurs. Puis j'ai aidé à aller faire les équipes. En ce moment, avec les bulles et puis la façon différente de s'entraîner, j'essaie de pas trop m'éparpiller et puis de seulement coacher la bulle de mon garçon pour pas... on est dans une pandémie en ce moment. Si tu te promènes de bulle en bulle, mais c'est un petit peu pas la façon conseillée. Donc, tu as de l'expérience en coaching, assistant DG avec... tu es actionnaire avec Shawi, aussi peut-être dans les opérations hockey avec Shawi. Pascal Dupuis se voit où dans 5-10 ans? C'est quoi ton processus? Puis quel serait ta job rêvée peut-être? Processus, c'est sûr que j'adore le hockey. Comme tu viens de le mentionner, j'ai touché un petit peu à tout. J'essaie de voir qu'est-ce qui m'allume. J'ai fait de la télé. J'ai compris assez rapidement que j'avais une face pour la radio, donc... Tu l'as fait avant qu'on la fasse, hein? Je la connais. Dis-le à Bruno. Non, c'est pas vrai. Vas-y, continue. Non, puis j'ai touché un petit peu à tout. Je veux voir qu'est-ce qui va m'allumer, mais bien entendu, en ce moment, c'est la grosse majorité de mon temps est passé ici avec mes enfants, à la maison, en prenant du temps pour mes passions à moi. J'ai 41 ans, je ne resterai pas assis à la maison le restant de ma vie. Donc oui, mes passions ont besoin de... Ils vont rester dans le hockey. À quel niveau, je ne sais pas encore. J'essaie de toucher à tout, mais franchement, j'aime vraiment ce que je fais à tous les niveaux en ce moment. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un retour un peu en arrière puis qu'on commence à creuser un peu plus pour comprendre la bébite Pascal Dupuis. Invité à ton premier camp. J'aimerais que tu me parles de ces étapes-là, de ce que tu te souviens. Invité à ton premier camp avec le Wild. Et pas repêché, tu te présentes là, puis que tu réussis à te creuser, à te forger une place avec le Wild. Parle-moi un peu de ce camp-là, puis de tes premiers moments quand tu te fais annoncer que tu as réussi, tu as fait l'équipe. On a parlé d'embûches, on a parlé de choses qui peuvent se passer dans un parcours. Moi, mon année de repêchage, fracture tibia péronée dans une pratique, rentre dans la bande, et puis j'ai pas été repêché. Je suis retourné faire un essai à Calgary cette année-là, j'étais pas prêt. 2 ans ont passé, je connais des bons moments junior majeur, une année de 50 buts à 20 ans, et puis j'arrive au camp du Wild du Minnesota. Sur un essai. J'ai pas de contrat en poche. Et puis, Jacques Lemaire, Mario Tremblay, des Québécois qui m'ont donné ma chance. Dans le fond, je suis arrivé là. Puis, j'avais quand même une feuille de route de marqueur d'un gars qui patinait bien. Et puis, ils ont vu en moi un joueur qui était capable de jouer quand même plusieurs rôles, en désavantage, en avantage numérique. Et puis, j'ai signé mon premier contrat professionnel à mon premier camp. J'ai marqué à ma première partie dans la Ligue nationale.
j'ai redescendu, j'ai joué à Cleveland dans la Ligue internationale ma première année professionnelle. Et puis, j'ai quand même dû bûcher pour remonter, mais ça s'est fait quand même rapidement. À la fin de ma première saison professionnelle, j'ai joué mes 4 premiers matchs dans la Ligue nationale, puis je suis jamais redescendu dans les mineurs après. Donc, mon cheminement était dur. J'ai eu des embûches, mais j'ai quand même resté très rapidement dans la Ligue nationale. Moi, j'aimerais te remercier. Je te l'ai déjà dit, Pascal, mais tu savais-tu que Pascal Dupuis m'a déjà amené souper au keg pendant que je jouais junior majeur pour les Olympiques de Gatineau avec Pierre-Marc Bouchard. J'étais en communication avec Pierre-Marc. Pierre-Marc avait fait l'équipe à 18 ans pour le Wild Minnesota. Il jouait avec Pascal. Et les deux m'avaient amené souper au keg à Ottawa lorsqu'ils jouaient contre les Sénateurs d'Ottawa. Wow! Ouais, puis ils m'avaient fait payer. Donc, T'avais laissé le deal. non, mais je voulais te remercier pour ça. Moi, après ton passage au Minnesota, je sais que tu as vécu des beaux moments là-bas. Là, mais parle-moi de ton temps avec les Rangers de New York. Regarde, ça a été comme ça. Je suis arrivé avec les Rangers, j'ai pris une gorgée de café, je suis reparti. Parce que, pour le dire, il a été échangé en milieu de saison. Tu as joué 6 matchs, puis tu as été après rééchangé. Mais c'était quoi le premier vibe? Tu arrives d'une nouvelle équipe. À ce moment-là, tu sais pas que tu vas repartir dans 6 matchs. Ah non, c'est tellement pas. Puis je suis arrivé là, j'ai été accueilli quand même super bien, des bons gars. Tu arrives dans une chambre de hockey. Premier match encore. Moi, à toutes les fois, j'ai été échangé ou j'ai joué mon premier match, j'ai marqué. J'ai marqué. Donc, tu te sens bien. Tu viens de marquer. Tu joues avec des bons joueurs. Il y avait des bons joueurs avec les Rangers, avec Matt Cullen puis Jed Ortmeyer sur une ligne. Ça allait quand même très bien. Puis, je me reviens de bord 2 semaines après, marché, boum, je me fais rééchanger aux Trashers d'Atlanta qui... Pomme pourrite! Pomme pourrite! On échange ça. Non, tu t'es fait échanger contre Alex Bourret, hein? Je pense que oui, ça. Puis, je me suis fait échanger contre Alex Bourret, puis je pense qu'il il voulait vraiment, vraiment se départir de moi. Je pense qu'ils ont mis un choix avec moi pour Alex Bourret. Donc, il n'avait pas encore joué dans la Ligue nationale, je pense. Il me voulait vraiment pas avec les Rangers. Puis, tes souvenirs à Atlanta, c'est-tu Bob qui te coachait? Désolé, c'est Bob Hartley? C'est Bob qui m'a coaché quand je suis arrivé là. C'est la seule année, dans le fond, que les Trashers ont fait les séries. On s'était loadé une équipe. On était allé chercher Keith Ketchuk, Marian Hossa, Ilya Kovalchuk, Kozlov. Il y avait des joueurs là. Et puis, tu vas aussi loin que ton gardien t'amène en série. C'était qui ton gardien? 4 matchs. C'était qui? Moi, la concession des Trashers d'Atlanta, je suis le meilleur marqueur en série dans la concession des Trashers d'Atlanta. La concession a joué 4 matchs, j'ai 1 but, 2 passes. Il y a une statue de Duper à Atlanta quelque part, c'est sûr. Wow! Pascal, comme ça. Puis, ton arrivée à Pittsburgh, est-ce que ça a été une surprise de te faire échanger? Parce que ça a été un échange marquant, parce que tu es passé au Penguins de Pittsburgh avec Hossa. Oui. Marian Hossa. Est-ce que... Vas-y, compte-le. On est parti d'Atlanta, puis dans le fond, Marianne était le gros morceau dans l'échange, hein, Max? Ouais, ben oui, mais ça a fini par être toi. Tout le monde le sait. Ça a fini par bien fonctionner. Mais tu sais, Marianne, moi, j'étais en train de négocier un contrat de 3 ans avec les Trashers. La journée d'avant, j'étais dans la négociation. Puis il m'appelle, il me dit, je pense qu'il veut continuer à négocier. Mais non, il me dit que je t'ai changé. C'est Don Waddell qui dit, bon, t'es échangé avec Marian Hossa à Pittsburgh. Puis je pense que je l'ai texté 1000 fois pour le remercier après ça de m'avoir échangé dans une équipe qui était aspirée à la Coupe Stanley puis qu'on l'a gagné aussi. Donc, je suis parti de jouer avec Bobby Olick puis Brad Larson sur un 3e trio plus défensif à l'aile gauche de Sidney Crosby et Marian Hossa. Donc, c'était pas si pire comme échange. Ouais, parce qu'il faut le dire, en 2008, les Penguins ont été en finale de la Coupe Stanley. En 2009, ils ont remporté une Coupe Stanley. Oui, bravo. Hey, mais Duper, parle-moi donc de ça. Tu viens de mentionner Sidney. Parle-moi, c'était comment de jouer avec Sidney? Parce qu'il y en a eu quelques échanges avec le temps. Tu sais, David Perron me vient en tête. Des gars qui essayent ils sont échangés, les Penguins vont chercher il y a eu du monde, à l'aile de Sidney, puis ça clique pas tout le temps. Pourquoi ça a cliqué avec toi? Puis c'était comment de fonctionner, de travailler avec lui, le 87? Je vais toujours, ça c'est pas la première fois que je l'ai dit, mais je vais toujours me rappeler qu'est-ce qu'il nous a dit à Chris Kunitz et moi. Il dit, hey les gars, on joue ensemble. Il y a une raison pourquoi on joue ensemble, c'est parce que vous amenez l'intensité, de la hargne, la poursuite de rondelles, vous créez des turnovers.
mais essayez pas de jouer comme moi. Tu sais, c'était pas genre cocky de la façon qu'il l'a fait. Je vois pas comme moi. Il dit, moi, je suis capable de m'ajuster à vous autres. Vous autres, essayez pas de vous ajuster à moi. C'est... Fait que c'est vraiment ça qui a fait le déclic en disant, regarde, vous autres, jouez votre game, les gars. Là. Moi, je suis capable de vous lire. Vous autres, vous serez pas capable de me lire. Donc, changez rien. Tu sais, parce qu'on pense à Sidney Crosby, là, puis on va faire un recap de sa carrière. Sidney Crosby! Puis, tu sais, Pascal, d'après moi, c'est la ligne qui a eu la plus stable dans sa carrière à date. Puis ça va peut-être elle qui va avoir été le plus longtemps ensemble dans toutes ces années en carrière. Qu'est-ce qui était le plus difficile de jouer avec Sid? Le plus difficile, c'est qu'en même temps, lui, on ne se le cachera pas, il est supposé de produire. Il est supposé de produire, fait que si lui, il ne produit pas, bien, qu'est-ce qui se passe? Il regarde à gauche, il regarde à droite, c'est à cause des autres, c'est sûr et certain. Donc, tu as toujours le spotlight de faire produire le meilleur joueur au monde, d'amener ta game à tous les soirs, et puis, blessé ou pas, je peux te promettre que j'étais dans l'alignement si mon corps me le permettait, si j'étais capable de patiner, juste pour ne pas perdre ce spot-là à côté de lui. Ouais, ça vient avec une pression, puis justement, parce que sinon, tu savais que c'était moi. Aussi. Ouais. Puis là, c'est une ligne hélicoptère là, qui n'a pas d'aile. Là. C'est ça. Hey, mais parle-moi, OK. Ben, toi, t'es un peu plus âgé que Sidney. C'était comment de tout le temps, parce que Sidney adore pratiquer. C'était comment quand tu le voyais arriver à l'aréna, c'est une optionnelle, puis là, il commençait à s'habiller. Attends. Est-ce que ça t'influençait ou? Ben, je vais t'arrêter tout de suite parce que, tu sais, Sidney Crosby est plus jeune que Pascal. Mais Pascal, tu sais, je l'agace souvent, mais il faut y donner. C'est probablement le joueur le plus en forme que j'ai joué avec dans ma carrière. Fait que, tu sais, il voulait probablement jouer à la place de Sidney Crosby. C'est lui qui disait « Ouais, Sid, viens-t'en! » Mais tu de même, toi aussi, t'aimais ça? Les optionnels, t'embarquais sur la glace, peu importe? J'aimais ça toucher à la glace, j'aimais ça bouger, j'aimais ça transpirer, ce que j'avais bu la veille aussi, probablement. Parce que ça, c'est ta condition de blood clot. T'avais pas le choix. À la fin de ta carrière, c'est ça? À la fin de la carrière, j'avais pas le choix de bouger, j'avais pas le choix de faire attention. Oui. Puis là, c'est ça. Parle-moi un petit peu de ta fin de carrière. On n'a pas le choix d'en parler un petit peu parce que ça fait partie de ton histoire. Là. Les blessures, tu veux-tu peut-être pour les gens qui sont pas au courant, dire c'est quoi, qu'est-ce qui a été la suite d'événements qui a fait que tu as dû arrêter de mettre un terme à ta carrière? Parce que j'étais avec toi à Québec il y a peut-être 2-3 semaines, puis je peux te dire, Pascal Dupuis pourrait encore jouer avec National, c'est sûr. Moi puis lui sur une ligne. Mais non, pas vrai. Mais Pascal, c'est parce qu'il est encore en forme. Mais il y a des éléments qui sont passés qu'il a dû arrêter de jouer. J'aimerais que tu me l'expliques. Oui. À la fin, j'étais un joueur qui prenait soin de mon corps côté entraînement, c'est ça. J'avais pas beaucoup de bobos. J'ai joué, je pense, c'est quasiment 400 matchs de suite sans être blessé. Et puis, au mois de décembre 2013, on s'en vient 2 contre 1. Sidney Crosby se fait faire une mise en échec, me tombe sur la jambe, déchire 3 des 4 ligaments dans mon genou droit. Et puis, à partir de là, les événements ont commencé à débouler, puis pas du bon côté. 10 jours après ça, je me suis fait dire que j'avais des caillots dans ma jambe, que j'avais un embolie pulmonaire dans le fond, que je devais embarquer sur une médication, que je ne pourrais pas me faire opérer au genou tout de suite. Donc ça a comme tout repoussé. C'est la première fois que j'entendais parler de ça, de caillots et puis d'embolie pulmonaire. Et puis, durant la réadaptation de mon genou, ça a bien été. Commence la saison d'après, prends pas de médication. Et puis, je connais un super bon début de saison, ça va bien. Je commence sur la 2-3e ligne, je me retrouve à jouer avec Sidney après 10-12 matchs. Et puis, je recommence à sentir des douleurs aux côtes. Puis, moi, je savais, j'ai fait un +1 directement quand ça s'est passé. Je savais ce qui se passait. Un autre embolie pulmonaire, boum, j'ai dû arrêter la saison, retourner sur la médication, arrêter cette saison-là. Et puis ça s'est répété pendant une autre saison. J'ai essayé de revenir sur un protocole d'anticoagulant avec des injections à tous les jours. Et puis, je n'étais plus le même joueur. Oui, j'étais en forme. Oui, ma capacité physique était là. Mais avec le style de jeu que Max ou moi, on préconisait un peu, faut que tu bloques des lancers, faut que tu prennes la mise en échec pour faire le jeu. Puis, à tous les fois que je faisais ça, j'avais comme peur de ma situation aussi. Les anticoagulants étaient avant la blessure, ça. Donc,
ça a fait que j'ai dû mettre un terme à ma carrière et puis il me restait 1 an de contrat, puis j'ai accroché mes patins. C'était comment mentalement à travers tout ça? Parce que c'est quand même, là, tu nous racontes ça en quelques secondes, mais c'est sur 3 ans. Tu sais, 3 années à dealer avec les hauts, les bas, la frustration. Puis comme joueur, on l'a vécu quand tu es blessé, quand tu es mis à l'écart. Des fois, tu te promènes dans des périodes sombres, tu te promènes un peu trop dans ta tête aussi. Mentalement, c'était comment? Puis qui t'aidait à naviguer ces eaux-là? Mentalement, je te dirais que j'ai eu beaucoup de support à la maison. J'ai une femme incroyable qui m'a supporté là-dedans, qui supporté pour me laisser jouer jusqu'à un certain point. Quand ta femme ne regarde plus les matchs parce qu'elle a peur que tu y restes, ben, je pense que c'est le temps. C'est ça qui a fait que j'ai pris ma décision. Oui, j'ai eu des coéquipiers incroyables qui m'ont aidé là-dedans, qui m'ont supporté, mais je suis le genre de gars qui s'est toujours fait dire, ou qui a toujours les obstacles. J'ai joué comme un joueur de 20 ans junior, j'avais jamais été repêché, j'ai joué dans la Ligue nationale. Puis j'ai toujours été le gars des fois, il disait qu'il n'est pas assez bon pour jouer avec Sidney Crosby, mais j'ai fini par jouer 500 matchs avec lui. Donc, il y a plein d'obstacles comme ça c'est peut-être moi qui ai la tête dure ou qui voulait pas regarder ça, mais les challenges, je les ai toujours pris. Puis celui-là, je le prenais comme un autre challenge. Regarde, il n'y a pas personne qui l'a fait, moi, je vais essayer de le faire. Jusqu'à un certain point, c'était peut-être pas la chose la plus intelligente. Tu vas me dire, Maxime, mais je l'ai fait quand même. Ouais, c'était pas la première fois que tu faisais quelque chose de... C'est pas vrai, c'est pas vrai. T'es très, très intelligent, tout le monde le sait. Mais est-ce que ça a été ta décision de ta femme? C'est-tu elle, à un moment, elle a dit là, c'est assez, là, parce que crime, OK, c'est bien beau, là, ou c'est-tu elle qui t'a forcé? Ça a-tu été venu de toi? T'as réalisé à un moment donné les deux? Durant cette saison-là, j'ai dû aller à l'hôpital 3 fois sur la route, dans le fond. 2 fois avant les matchs, 1 fois pendant un match, senti des douleurs. Puis la dernière fois, j'étais en train de me réchauffer pour un match. Je regarde mes 2 jambes. Il y en a une qui est 2 fois grosse comme l'autre. Et puis Maxime le sait que j'ai pas des super grosses jambes. Ils sont quand même assez grosses. Vraiment pas. On dirait que je suis à dos de poulet des fois. Riding a chicken, quoi? Fait que là, ma jambe est un peu plus grosse que l'autre. Puis, tu sais, de voir dans les yeux de tes coéquipiers, qui te regardent, quasiment les yeux pleins d'eau, ils disent regarde, là, tu trouves pas que c'est assez. Là. Tu trouves pas que Fait que c'est plus un groupe de situations, une accumulation de situations qui ont fait que j'ai vraiment pris cette décision-là. Quand tu as pris cette décision-là, puis tu sais, Max et moi aussi, on est passés par prendre une décision, maintenant, tu n'as pas le choix, tu mets tout ça dans la balance. Est-ce que tu as eu un moment où c'était amer? Ça a été quoi les vagues, là, les émotions que tu as vécues après ça? Parce que tu prends ta décision, est-ce que ça a été amer, puis un moment donné, ça devient, tu es capable de te remettre à penser à ces beaux souvenirs-là, tu es capable de voir le positif de la phénoménale carrière que tu as eue? On est tous pareils, on est tous un petit peu dérangé quand tu es un joueur professionnel. Tu as tellement des buts incroyables, tu as tellement des highs à jouer là-dedans. Quand tu sors de ça, puis le côté le plus dur, c'est que tu es encore capable de jouer à tous les soirs physiquement, mais que j'avais l'impression que ça m'était enlevé à cause d'une condition. Puis on a cherché, j'ai rencontré des spécialistes dans 4 hôpitaux différents, j'ai fait des tests, on a essayé plein de situations, un protocole d'injection pour être capable de rester au jeu et puis que ça te soit enlevé en étant en forme encore. Tu sais, si j'avais pas suivi ou si je m'étais regardé dans le miroir... Comme moi, là. Plus comme moi, là. À un moment donné, tu dis, c'est assez, là. Ouais, c'est assez. Mais tu sais, ça s'est pas vraiment passé. Fait que la cassure a été vraiment, vraiment dure pendant un petit bout. Puis je peux te dire que quand t'as un chum comme Max qui te dit il pourrait encore jouer, mais des fois, peut-être, je retournerais. Là, Max. Ben, écoute, t'as fini en forme. Moi, j'ai fini parce que j'avançais peut-être moins. Puis je peux te garantir. Parce que Pascal, vraiment, sa force, c'est quelque chose de... J'ai joué avec, je vais te dire, lui, puis, admettons, Claude Giroux. C'est des gars qui sont pas si gros. Bien, Pascal est plus gros que Claude, mais c'est des gars qui sont farmer strength, la force de fermier. Puis, je voulais te demander, Pascal, on sort du sujet, mais
Tu sais, ta vitesse, parce qu'on sait que c'était ta plus grande force, pas toi qui allais dans les coins, mais ta vitesse, Non. là... Je sortais de là vite, par exemple. Tu sortais des coins vite, un petit peu peur. Oui, avec la rondelle. J'aime poser cette question-là parce que je sais que tu as une explosion, puis je pense connaître ta réponse, mais c'est-tu plus la vitesse sur glace, c'est-tu plus ta force physique ou ta technique de patin? Mais ça n'a pas le choix d'être les deux à quelque part. Oui, la technique de patin, je l'ai tellement travaillé étant jeune. À tous les étés, dans le fond, je faisais l'école de power skating de Gaétan-Boucher étant jeune. Et puis, je pense que ça a été développé en étant plus fort physiquement, de plus en plus fort, de plus en plus explosif. Dans le gymnase avec mon entraîneur, qui a commencé avec moi, j'avais 14 ans, Stéphane Dubé, qui était encore une sommité dans le domaine. Steph, il était là avec moi depuis 14 ans, puis c'est lui qui a créé cette bébite-là, dans le fond, cette explosion-là. J'y en dois beaucoup pour, oui, la technique de patin, mais l'explosion, la façon qu'on a fait ça dans le gymnase, Steph, il était là pour beaucoup. Mais... En tout cas, avec tout ça, là, on peut te dire bravo parce que c'est vraiment une carrière phénoménale. Une Coupe Stanley à tout ça, là, des bons souvenirs. Puis là, t'as l'air bien, t'as l'air parti. Mais là, t'en as d'autres derrière toi. Là. T'as les progénitures, t'as les 4 enfants qui bougent pas mal. Parle-moi un petit peu de ça. On revient là-dessus. Là, le rôle de père, le rôle de guide dans tout ça. T'étais un gars qui avait la tête très, très, très dure. Comme tu l'as dit, tu passais à travers tous ces défis-là. Est-ce que c'est quelque chose qui s'enseigne? Quand même, parce que, veux pas, avec tout ce que tu as vécu, l'entourage que tu as, les connaissances que tu as, je pense notamment à ton garçon Cody, c'est facile de tout leur donner accès à tout ça. Mais c'est quoi de bien balancer pour leur amener cet instinct-là de faut que tu travailles dans la vie pour avoir quelque chose, les efforts sont importants, puis d'être entêté un peu des fois, là, de vouloir quelque chose puis de tout mettre pour y arriver, ça a une grande valeur. Ça a une très grande valeur, tu l'as mentionné. J'ai pas... oui, tu es dans la Ligue nationale, tu as un certain talent, mais c'est pas là-dessus que j'ai fait mon nom, comme on peut dire. J'ai fait mon nom sur ma résilience, sur mon travail. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Et puis, tu sais, on est revenu au Québec, puis mes enfants, j'avais jamais été allé... Tu sais, c'est pas quelque chose de super difficile à faire, vous allez dire, mais ils n'avaient jamais été à l'école en français. Puis, pour les débalancer, ben ma femme et moi, on a décidé de les mettre à l'école en français. Donc, tu pars de l'anglais à français et puis tu as besoin de t'adapter. Tu as besoin de t'adapter à une nouvelle façon de vivre, à des nouveaux amis, à des nouveaux... Donc, dès là, ils étaient déstabilisés. Et puis, si tu me demandes aujourd'hui quel genre de succès scolaire ont tous mes enfants, ben c'est des premiers de classe ou pas loin, où ils connaissent, ils ont de très bons résultats. Donc, côté académique, c'est réglé. Côté dans la vie, les obstacles, ils ont été là quand même à mes côtés durant ces obstacles-là que j'ai dû vivre. Ils l'ont vu, ça leur a été expliqué quand même assez bien par Caroline, ma femme, et moi. Puis, ils l'ont vu. Tu sais, quand tu vois quelque chose, tu vois la détermination de quelqu'un, des fois, tu n'as pas besoin que ça te soit expliqué. Tu es capable de le visualiser puis de comprendre comment la démarche se fait. J'en ai une dernière pour toi. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui, au moment qu'on enregistre. Puis tu as été extrêmement généreux de ton temps. Mais je vais t'en demander un peu plus. Je veux que tu me fasses un cadeau. On est en mode balado présentement, fait que le plafond de ce que tu as le droit de dire est beaucoup plus élevé qu'à la télévision. Calice. Mais j'aimerais que tu nous parles. Je voulais essayer de sacrer pour la première fois. C'est la première fois qu'on... Ça fait longtemps qu'il en parle. Mais j'aimerais que tu nous fasses un cadeau, puis que tu nous donnes la vraie couleur de Maxime Talbot comme coéquipier. J'aimerais ça entendre une histoire dans les yeux de Duper. Pour le monde à la maison. Comme ça, une bonne il y en a tellement des bonnes histoires de Max. Là. Pour de vrai, là, je suis un genre de personne qui aime dire des petites niaiseries, mais des fois, j'ai pas la capacité de les réaliser, comme on peut dire. T'as un filtre. Toi, t'as un filtre. Moi, j'ai un filtre quand il y a du monde. Puis Max, c'est le genre de personne qui... je sais pas s'il fait ça avec tous les gens qui sont à côté de lui, mais si je choupe à côté de Maxime et que je dis quelque chose,
comme ça un petit peu, c'est sûr que t'es pas game, Maxime, de faire quelque chose, c'est sûr que Max le fait. Donc, t'es pas game, puis ou bien moi, je le dis, puis je le dis pas fort juste parce que je sais que Maxime va rire, mais Maxime, lui, il le répète à grande échelle. C'est parce que t'es drôle. Hey, tantôt, on essayait son Skype avant l'entrevue. J'étais dans la douche, j'étais en train de me faire la barbe, puis il fait juste me dire t'es pas game de te raser la tête. Il a fallu tellement que je me retienne là, pour pas faire ça, juste parce qu'il me le demandait. Mais c'est juste toi, c'est pas tout le monde. Je suis pas quelqu'un de si influençable que ça dans la vie. C'est rare que je dis non. Tu l'as dit dans mon speech de mariage. Là. Mais avec Pascal, on dirait que c'était fois 1000. À chaque fois qu'il dit de quoi, faut que je le répète fort. Puis c'est pas tout le temps l'affaire... À répéter, maintenant. À répéter, exactement. Mais il était comment, Dooper, d'avoir comme coéquipier? Ben comme ça, Ouais. il me mettait tout le temps dans le trouble. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait de Sidney Crosby tantôt, puis tu sais, c'est ça, Sidney Crosby. Il avait toujours besoin de s'entourer des gars comme Pascal, comme Colby Armstrong, des gars qui le fait sentir bien, qui le fait sentir vivant aussi. Puis Pascal, c'était ça dans un vestiaire. C'était un gars qui arrivait toujours avec un gros smile. Mais c'était quel moment? Parce que les deux, là, vous êtes très, très, très drôles, de très bonne compagnie en dehors, on a du plaisir et tout. Bien, vous êtes les deux extrêmement intenses et des guerriers sur la glace. Est-ce qu'il y avait un mélange des deux, même quand vous étiez sur la glace, sur le banc? Est-ce que ça déconnait un peu comme ça? Il y avait un peu de niaisage? Ou il y avait comme une ligne qui se traçait, une loi non écrite, mais tu arrives dans la chambre, il y a un moment, à partir de ce moment-là, laisse faire les niaiseries, on s'en reparle après la game? Ben, je te Non. dis... Non, c'est ça. Tu sais, ouais, non, parce que, tu sais, j'étais en train de penser qu'il est dans la chambre. Non, on niaisait pareil. Pascal, il disait ses niaiseries assez... Puis, tu sais, j'arrivais sur la glace avec Marc-André Fleury, puis... Il y en a des bonnes qui se disaient. Il y en a des bonnes qui se disaient dans le Il y en a casque. toujours. Ça dépend avec qui, évidemment. Tu connais les gars qui ont besoin de rester sérieux pour performer. Il y en a qui ont besoin d'un petit peu ralentir le mood un peu, lighten up the mood, comme on dit en anglais. Tu as besoin de gars de même dans un vestiaire. Mais si tu en as 24 qui font des niaiseries, c'est sûr que ça marche pas. Il faut que tu en aies un ou deux pour détendre l'atmosphère. Puis, je pense que On avait une belle chambre. Le temps de travailler. Quand c'est le temps de travailler, tout le monde travaillait. Puis quand tu as un bon public, des fois, tu en lâches une ou deux de plus. Puis tu checkes quel genre de public. Mais Mac est un bon public. Ça arrivait-tu que Dooper disait t'es pas game d'aller dire ça à lui, puis tu te mettais dans la merde, ça finissait que tu te battais pour ça? Tout le temps. Ben oui, tout le temps. C'est l'histoire de notre relation avec les Pingouins. Mais, tu sais, on avait tellement de belles chambres. Et c'est l'une des raisons pour qu'on a gagné. Je pense que ça commence là. Mais je me rappelle de Luc Gélina qui venait dans la chambre, les médias québécois à Pittsburgh. Puis on était 6 Québécois, là, Garon, Boucher, Le Temps, Fleury, Pascal, moi, puis, on avait du gros fun. On faisait des pranks aux journalistes, on riait fort, on restait longtemps à l'aréna, puis je pense que ça paraissait sur la glace aussi. Là. Mais Pascal, c'était le maître de ça. C'est le sneaky. Oui, Ça paraît pas trop. Ça paraît pas trop. C'est un gars sérieux. Pascal, on te remercie. Merci de ton temps. Merci de nous avoir partagé ces beaux moments-là. Bonne chance avec tous tes emplois. Toi, tu vas finir par être coach GM, gérant d'équipement dans une équipe nationale. Ça sera pas long. Donc, Gérant d'équipement aussi. Parfait. Ouais, exact. Tu fais tout. Donc, merci d'avoir pris le temps. Puis, salut la famille. Merci beaucoup. Salut, Dooper. Salut, Bruno. On entend les chiens à la fin. Oui, mais là, il va ouvrir les portes de grange, puis les chevaux vont sortir. Les chiens, les chevaux, les enfants. Caro, ça brasse chez eux. Ouais. Il est capable. Il est capable. Je te le dis, tu sais, Pascal, autant qu'il... On rigole comme ça, on s'agace, mais c'est un gars tellement cérébral, qui est intelligent au propos de la game. Il m'expliquait quand il était dans la bulle à Shawinigan, les manières de penser, d'aider son équipe. Puis, je suis certain qu'il va avoir du succès, peu importe où il va manager, coacher plus tard. Là. Puis il l'a dit pendant l'entrevue, puis je l'ai entendu souvent dire ça de lui-même. Je suis un hyperactif. C'est sa façon de dire... Il y a une source d'énergie inépuisable. Ouais. Il n'y a pas de fin à ça. Fait qu'il y a tout le temps les idées, les projets, les ci, les ça. Il est capable d'en prendre parce qu'il est constamment d'attaque. Puis, tu sais, je te le confirme qu'il est comme ça. Chaque matin, il arrive à l'aréna avec un entrain et qu'il soit, comme il a dit plus tôt, couché plus tard la veille. Ça paraissait jamais. Il était là, il était prêt. Il travaillait, il flyait sur la glace. Et sur la glace, je te le jure, Bruno, là, on joue ensemble encore, là, 3 semaines à Québec. Et il y a un bâton qui est très, très stiff, qui n'est pas flexible du tout.
très rigide. Et tu ne peux pas enlever la rondelle à Pascal Dupuis. Il a les avant-bras tellement forts. Et tu vas arriver, puis juste à s'élever son bâton, tu peux pas. Je te promets, c'est quelque chose que j'ai rarement. Lui, puis Claude Giroux, là, c'est vraiment. Puis peut-être Ryan O'Reilly. Ouais, O'Reilly, j'allais dire. Ouais. Exact. Puis Bergeron aussi, qui est comme ça. Mais c'est des gars qui, tu sais, sont solides sur leur bâton et tu essaies de le lever. Puis même, m'emmener, tu essaies de lever son bâton, il n'est pas capable de lui comme ça. Il est tout droit avec ses petits bras et ses petites jambes. Ça doit être toutes les injections qu'il y a eu. Tu sais, ça lui a peut-être donné une force surnaturelle. On part des rumeurs. Oui, on part de quoi? C'était pas juste anticoagulant. Tu parlais des injections pour sa médecine. Ben, c'est ça. Ouais. Ah oui. Okay. Mais maintenant qu'il est parti, t'as-tu un flash d'un moment qui t'a vraiment fait rire sur le banc? Une niaiserie qui... Parce que ça, là, puis avoir le côtoyé dans toutes sortes d'événements, toutes sortes de places, peu importe, c'est un méchant bon pince sans rire. Ouais. Les commentaires, c'est le genre de gars que quand t'es à côté de lui, t'as le droit à un spectacle d'humour, mais pas fort. Juste pour ceux qui sont proches. Exactement. Et c'est ça, Pascal Dupuis, il va le dire pas fort, juste pour les gens qui sont là. Puis c'était moi, le micro de Pascal. Puis souvent, là, je me suis mis dans le trouble à faire ça, que ce soit une blague inappropriée ou quelque chose que, tu sais... C'était drôle, c'était vraiment drôle. Ça en prenait pas plus, tout le monde me trouvait drôle. Ou inapproprié. Ouais. Mais il y a des fois, je remerciais Pascal parce que c'était une bonne blague. Puis d'autres fois, je fais quand tu sais, d'après l'ordi, j'étais pourquoi j'ai dit ça? Ça n'a pas d'allure, ça. Lui, il riait de moi toujours. Donc, non, mais c'était ça. Vraiment, là, du gros fun. Puis, tu sais, c'est ça, le hockey. Il est capable maintenant. Puis c'est un gars, quand même, quand il va rentrer en vestiaire, c'est un gars qui se présente puis qui est sérieux. Tu sais, qui est là. Puis... Je pense que s'il fait du management ou du coaching, il va instaurer ça parce que oui, il y a une intensité à Pascal Dupuis. Mais à la fin de la journée, il sait qu'il fait du hockey puis qu'il est chanceux puis qu'il s'amuse là-dedans. Puis je pense que c'est la façon de faire. Fait qu'il peut bien balancer les deux que de trop pousser d'un côté. Exactement. En tout cas, c'est un beau cadeau de la Saint-Patrick qu'on s'est fait. Oui. D'avoir Duper. J'ai tellement d'idées, là. Tu me déconcentres par tes cheveux, je te le dis. Je voulais changer. Je voulais amener un changement. Oui. J'aime ça. Bien, je trouve ça bien. On va mettre dans le bas de la page où tu étais de faire couper les cheveux. Puis on va partir une page Instagram à ta chevelure. Donc, merci d'avoir été là, gang. C'était super intéressant. Puis on se revoit la semaine prochaine avec une autre entrevue extraordinaire. Une autre coupe de cheveux. Une autre coupe de cheveux. Max se rase les cheveux dans la douche. Puis Bruno, il va se mettre des points de blonde. À la semaine prochaine.